concernés pour formuler un avis dans un délai ne dépassant pas les 30 jours. En conclusion à cette partie, le Conseil de la concurrence est doté de prérogatives quasi-juridictionnelles pour lui permettre d'exercer efficacement ses missions. La sanction pécuniaire des auteurs de pratiques anticoncurrentielles pouvant parfois s'élever jusqu'à 12% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors, dans tout ce que je viens de dire, malgré tout ce dispositif juridique qui encadre nos travaux, après 7 années d'expérience au niveau du Conseil de la concurrence, nous avons jugé opportun et utile d'introduire des amendements à la loi, à l'ordonnance 0303. Et ils sont nombreux. Ils sont d'une cinquantaine sur les 72 de l'ordonnance. Mais je vais vous citer uniquement ceux qui ont une relation plus ou moins étroite avec l'investissement. Donc nous avons fait des propositions d'amendement en introduisant de nouveaux articles. Par exemple, le programme de clémence. Le programme de clémence n'existe pas dans notre ordonnance, alors qu'il permet de mettre fin à des ententes, à des cartels. Il s'agit en fait de la dénonciation par un membre du cartel de l'opération d'entente à l'effet d'être exonéré de l'amende. Ça se pratique partout, y compris dans nos pays voisins, c'est-à-dire le Maroc et la Tunisie. Nous comptons l'introduire. Il y a aussi l'introduction du programme de conformité aux règles de la concurrence. Il y a tout un programme qui, lorsque l'entreprise le met en application, nous les accompagnons, et lorsqu'il est mis en application, qu'il est bien architecturé, dans le cas où il y a pratique, j'allais dire non intentionnelle, il n'y a pas sanction, il y a exonération de la sanction. Dans les marchés publics, nous avons suggéré d'introduire le rejet de l'offre du soumissionnaire retenu s'il est établi que certaines pratiques du soumissionnaire sont constitutives d'entente. Parce que vous savez que les soumissionnaires peuvent s'entendre entre eux pour faire en sorte qu'ils bénéficient à tour de rôle de l'obtention de marché. Alors, quand on a lu le décret présidentiel du 15-247 sur les marchés publics, nous avons remarqué qu'il dispose dans un alinéa que la COPEO, c'est-à-dire la Commission d'ouverture des prix et d'évaluation des offres, il dit, a pour mission de proposer aux services contractants le rejet de l'offre retenue s'il est établi que certaines pratiques du soumissionnaire concerné sont constitutives d'abus de position dominante du marché. Or, dans les marchés publics, ce n'est pas l'abus de position dominante qui est problématique ou qui présente une acuité particulière. C'est beaucoup plus l'entente ou la collusion entre soumissionnaires. Et paradoxalement, cela n'apparaît pas dans les marchés publics. Dans nos propositions, nous demandons l'inclusion, ou plutôt la réinclusion de magistrats dans la composante du collège, qui s'avère nécessaire dès lors que le Conseil de la concurrence applique des règles de procédure similaires à celles suivies au niveau des juridictions et que ces décisions sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel et du Conseil d'État. C'est d'ailleurs pour ces raisons que l'ordonnance 95-06, celle qui était avant la 0303, puisque le Conseil de la concurrence a été créé en 1995, comme vous le savez, il a exercé jusqu'à 2003, et puis il y a eu une période de gel de ses activités pendant 10 années pour être réactivée en 2013. Alors la 95-06, elle avait intégré dans la composante du collège 5 membres exerçant ou ayant exercé à la Cour suprême, dans d'autres juridictions, ou à la Cour des comptes en qualité de magistrat ou de membre de la Cour des comptes. Donc, l'inclusion au moins
de 2 magistrats au niveau du collège ne ferait que le renforcer et donner encore plus d'assurance aux investisseurs potentiels, qu'ils soient nationaux, bien sûr, ou étrangers. Enfin, nous proposons d'être consultés sur un point très important, c'est les aides de l'État aux collectivités et aux entreprises. Dans tous les pays, notamment d'Europe, les aides de l'État sont soumises quand même à l'avis. Qu'on en tienne compte ou pas, le problème ne se pose pas, mais à l'avis du Conseil de la concurrence. Dès lors que cette aide peut avoir un impact sur la concurrence, cette aide doit être accordée aux entreprises sans discrimination, conformément à l'article 43 de la Constitution amendée en 2016. Le concept d'aide d'État aux entreprises publiques n'apparaît pas dans le dispositif juridique algérien. Et dans le droit de l'Union européenne, la notion d'aide englobe toutes les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui, normalement, grèvent le budget d'une entreprise. En apportant des aides à l'entreprise, l'État, sans s'en rendre compte, bien sûr, modifie le jeu de la concurrence en rompant artificiellement l'égalité des moyens et partant d'échanges des entreprises venant en compétition. En outre, les entreprises en cause échappent à la sanction du marché, puisque nous sommes censés être en économie de marché, ou on voit en tous les cas en bon chemin de l'être, donc échappent à la sanction du marché qui se traduit en fait, sanction du marché par la mise en faillite de toute entreprise non performante. Je termine, madame, par les principales conclusions, et je crois que j'ai dépassé de quelques... Largement, mais c'est... largement, désolé, madame. Allez-y, terminez. Alors, les principales conclusions, elles sont de 5. Premièrement, la protection des investissements et leur attractivité passe par un environnement juridique, c'est vrai, judiciaire, mais économique aussi, un environnement favorable, les 3 environnements. Le Conseil de la concurrence peut être un vecteur important de cette attractivité s'il est renforcé par des ressources, des compétences et de l'autonomie dont il a besoin pour pouvoir remplir sa mission sans ingérence politique ni influence des milieux d'affaires. Troisièmement, l'application des règles ambiguës et l'absence de transparence de procédure ne favorisent pas un climat de confiance et de sécurité et dissuadent les entreprises d'investir. C'est dans ce cadre, 4e point, que le Conseil de la concurrence a introduit des propositions d'amendement à l'ordonnance qui le régit actuellement, c'est-à-dire la 0303. Enfin, je terminerai par dire que la révision de son placement dans l'édifice institutionnel, c'est-à-dire auprès du président de la République, tel que cela s'était effectué initialement sous l'ordonnance 95-06, peut constituer un signal fort d'attractivité des investisseurs. Je vous remercie de votre attention et m'excuse auprès de Madame la modératrice du temps que j'ai pu... Non, bien au contraire, voilà, Monsieur Djilali Slimani, je vous remercie. Nous vous remercions tous. Ce fut très clair. Oui, bien sûr. Ce fut très clair et vous comprendrez probablement la raison pour laquelle, parfois, on n'arrive pas à couper les personnes. On n'arrive pas à les couper parce que on ne peut pas. Ce n'est pas possible de faire cela en 15 minutes. Alors, je vous remercierai aussi pour votre aimable attention. Nous vous invitons à une pause café avant d'entamer les débats, s'il vous plaît. أعضاء عائلة القانونيين من فضلكم احنا ماذا بنا ندخلوا الآن في مرحلة الحوار بالأقل لكي يتمكن المحاضرين للمهلة الصباحية باش يجاوبوا إلى الأسئلة أو إلى المسائل التي سوف تطرحها. Non, je ne veux pas. Pour être plus clair, voilà. Tu veux que ce soit plus clair? Pour être plus clair et plus direct.
ce matin et cet après-midi, il y a eu 2 panels qui ont parlé du droit des investissements et de l'encouragement et des encouragements et des incitations au droit des investissements. On a fait un tour idyllique. Un tour idyllique. Mais il y a une réalité. On a parlé de plusieurs points. Incitation juridique, incitation fiscale. Et ça, ce matin, quand vous étiez en train d'intervenir, je me suis rappelé quelque chose. Surtout notre ami économiste m'a fait rappeler l'existence d'un grand chercheur qui est un économiste qui s'appelle Jean-Michel Michalé, économiste de renom, qui a parlé du droit et qui a fait un traité sur le droit des investissements. Ce monsieur, quand j'ai pris le traité pour l'étudier, j'étais étonné par le titre du traité. Tout en étant un homme très sérieux, un grand professeur et un chercheur, il a intitulé son traité « La séduction des nations ». On se pose la question du pourquoi. Nous sommes dans un monde mondialisé. Il y a une concurrence. Une concurrence entre les États investis. Les États qui cherchent des investisseurs. Donc chacun va essayer d'attirer vers lui les investisseurs. Les investisseurs, bien entendu, ils font chez Amal Khayriya. Ils sont là pour réaliser un chiffre d'affaires. Donc ils vont aller là où on peut réaliser d'abord le chiffre d'affaires, où il y a un volume d'affaires assez important. Premier point. Là où ils ont des garanties. Parmi les garanties, on vous en a parlé ce matin. Mais il y a un point qui me semble très important en matière d'investissement. On a parlé, il regarde au droit fiscal, il jette un regard sur le droit pénal, d'une certaine manière, vous verrez demain. Il voit quelles sont les garanties d'amanet, les garanties qu'on va leur accorder. Mais il y a quelque chose, ça je ne vais pas me citer moi-même, hein, je m'interdis de me citer, parce que dans mes travaux de recherche, j'avais constaté quelque chose. Que parmi les points qu'ils vont voir, il y a aussi, vous avez parlé de réglementation, diverses réglementations commerciales, fiscales, il y a la réglementation du travail aussi. Quel est le pays qui sera le plus souple? Et le plus important pour nous en 2020 en Algérie, il y a un point, c'est juste pour mettre un peu de... Il y a un point qui est très important à mon sens. Vous savez ce que fait un investisseur étranger? Avant d'investir dans un pays, il voit d'abord quelle est la position de l'investisseur national. Je ne dis pas local, je dis le national. Qu'il habite en Algérie ou qu'il ait des moyens ailleurs. À partir du moment où on encourage l'investisseur national, où on le met dans un carcan qui lui permet d'avancer, l'investisseur étranger va venir le concurrencer. Et c'est ça, l'ouverture au droit de la concurrence, dont on parlait tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai essayé de faire juste de tout ce qui s'est dit ce matin, avec une petite remarque, un petit apport personnel. Bien sûr, on n'a pas eu le temps de voir aussi la garantie, la dernière des garanties, qui est l'arbitrage. C'est-à-dire le droit à un procès qu'il juge, lui, juste et équitable. Ce n'est pas moi qui le juge. C'est lui qui va dire que ce procès serait juste et équitable. Maintenant, si vous voulez bien, je vais donner la parole. Il y a Maître Chama.
Je n'ai pas vu. Voilà. S'il vous plaît. Donc un tour de faveur pour mon Non, confrère qui s'il vient vous plaît, de Djibouti. au contraire, c'est avec un grand Voilà, plaisir. je le fais passer avant moi. Merci beaucoup. Bonjour, donc c'est moi qui viens de loin, de Djibouti, donc je suis très content d'être parmi vous et de participer aujourd'hui à ces 2 jours de séminaire. Et très content d'apprendre aussi de vous et de voir un peu l'actualité sur la protection donc, juridique et judiciaire des investissements dans le monde et surtout dans un pays francophone comme l'Algérie et qui est francophone comme Djibouti. Ce que je voulais savoir, c'est, tout à l'heure, professeur, vous avez dit que l'investisseur, la question qu'il se pose, c'est quelle est la position de l'investisseur national. Vous disiez quand il s'intéresse à un pays. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi ce fameux rapport Doing Business que généralement aujourd'hui, donc on nous prend la tête avec ça et que Djibouti a été bien classé, mais finalement, je crois qu'on est en train de perdre des points. Je voudrais savoir aussi quelle est la position de praticiens ici en Algérie sur ce fameux Doing Business qui est, vous savez, maintenant la Bible de la Banque mondiale pour inciter les pays à réformer quitte à être des fois, quitte à avoir des fois un droit qui devient bordélique, si vous permettez l'expression, parce que nous, on a tellement modifié le code du commerce, le code civil, le code de procédure civile qu'on ne sait même pas où est-ce qu'on en est. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question et deuxième remarque, c'est ce matin, j'ai entendu qu'une des principales garanties de l'investisseur, c'est la non-rétroactivité des lois, qui est un principe sacro-saint, qui est notamment inscrit dans les principales dispositions du Code civil de beaucoup de pays. Mais nous, à Djibouti, je crois qu'on a été un des rares pays à avoir adopté une loi en 2011, une loi qui a rétroagi. Et on a dit on est souverain, et on a demandé à nos amis des Dubai World de partir s'ils veulent à Londres, de nous attaquer. On est souverain, on a adopté une loi, on l'a fait rétroagir. Donc que risquent les États souverains quand ils vont adopter des dispositions comme ça qui vont faire peur aux investisseurs? Et surtout, j'aimerais écouter ici les praticiens, des personnes aussi expérimentées que vous et d'autres qui sont présents dans la salle. Et j'aimerais apprendre de vous. Merci. Merci. S'il y a quelqu'un qui veut bien lui répondre, c'est avec plaisir. On laisse les réponses à la fin, peut-être. Non on évite le... Ça fait beaucoup de réponses après. Mais on laisse les professeurs intervenir, à mon sens. Hein. C'est vous qui voyez, monsieur le modérateur, mais je crois qu'on va laisser les intervenants intervenir à la fin. Peut-être des questions vont se répéter. Comme ça, on évite de les répéter. Je peux prendre la parole, monsieur le modérateur? Mais bien sûr. Très bien, ok. Moi, je voudrais intervenir et saluer donc les intervenants qu'on a vus tout à l'heure défiler. Et je voudrais tout simplement commencer par un aspect psychologique de l'investisseur. Je crois qu'on a entendu, du moins sur 2 communicants, dire que l'investisseur, Jaban, lâche. C'est l'investissement qui est lâche, ou peureux aussi. Donc, sur le plan psychologique, effectivement, j'avais un professeur, pour ne pas le nommer professeur Benchneuf, disait que l'investissement était lâche et l'investisseur, quand on lui donne une garantie, il veut l'assurance. Donc cet aspect-là psychologique, il faut le prendre en considération pour comprendre effectivement qu'est-ce qu'il cherche l'investisseur. Mais après près de 30 ans donc, du texte de 93, le décret législatif sur le code de l'investissement, je pense que réellement, et on a vu notre jeune ami, non moins docteur Ter, parler de son expérience, et surtout en Afrique, que la tendance maintenant, ça serait de laisser tomber carrément ces conventions bilatérales. Moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Il faudrait carrément laisser tomber un code d'investissement. Tout simplement, un code d'investissement, c'est une pathologie législative. C'est un coronavirus qu'on a dans le système juridique.
Ce qui serait normal dans un pays normal, c'est que les textes s'appliquent à tout le monde. Point barre. Mais je ne sais pas, à chaque fois qu'on voit un gouvernement, il vient avec une nouvelle monture, avec un nouveau texte, et il nous dit, voilà, je viens encourager. Il n'y a rien à encourager, il n'y a rien à entraver surtout. Il faudrait qu'il y ait tout simplement un système juridique digne de ce nom-là. J'ai entendu même toiletté peut-être, dépoussiéré peut-être, et il faudrait que ce soit. Notre ami de la Banque Salama nous parlait qu'ils ont survécu depuis 1995 avec une expérience qui sortait c'est-à-dire des normes. Une banque, sans qu'il y ait des textes, elle a réussi à survivre. Eh bien, tout simplement, l'investissement, il ne faudrait pas qu'il y ait de textes spéciaux. Les juristes devraient bannir tout ce qui est spécial. Il faut s'en méfier. Mais je reste quand même un juriste un peu à l'ancienne. Donc je crois que réellement, quand il y a le code, c'est une pathologie. Et effectivement, c'est un réflexe d'anciens colonisés, ni plus ni moins. Il faudrait peut-être réfléchir tout simplement à mettre un système juridique qui protège tout le monde. Et on ne fait pas de différence. Si on devait faire une différence, il faudrait réfléchir tout simplement à protéger l'investisseur algérien pour partir à l'étranger. On nous parle d'exportation. S'il n'y a pas un texte pour parrainer les investisseurs algériens à l'étranger, eh bien on n'ira pas très très loin. Les gens, par exemple, le pharmaceutique, là on est à 60% de couverture nationale, on n'arrive pas à les exporter tout simplement parce que l'Algérien ne peut pas acheter un comptoir en Afrique pour installer les produits algériens. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc s'il y a une agressivité, c'est à nous d'être agressifs vers l'étranger pour exporter algérien. Et pour exporter algérien, il faudrait donc un texte. Si on doit parler de spécial, hein. Donc maintenant, revenir à la Constitution, envisager que la Constitution, c'est un article patmenin, un article. On garantit, la Constitution doit garantir la liberté du commerce et de l'industrie. Point barre. Elle n'a pas besoin. En 2016, on a fait n'importe quoi dans cette Constitution. C'est pas le lieu de la Constitution, c'est pas le bon endroit de mettre ces textes-là. Il faudrait toiletter, il faudrait faire plus léger pour que tout le monde puisse comprendre. Parce qu'en réalité, l'investisseur, il veut que ça soit clair. Eh bien, cherchons où est-ce qu'il faut que ça soit clair, où est-ce qu'il faut que ça soit light, où est-ce qu'il faut que ça soit léger pour tout le monde. Donc, à mon sens, j'invite tout simplement, donc je reviens à ma question, et j'invite donc les communicants à me répondre qu'est-ce qu'il faut mettre comme texte spéciaux pour protéger l'investisseur algérien à l'étranger. C'est ce qu'il faut. L'équation بالمقلوب, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Il faut avoir le